présente, je suis Jean Peutot, directeur de la communication des relations institutionnelles de cet établissement, et je représente Vincent Conartino, notre directeur, qui est actuellement à Montréal, car il est le président du comité exécutif du futur congrès mondial de sciences politiques. Je vous le dis, Vincent Conartino est le seul Français membre du comité exécutif de l'UPSA, l'Association internationale de sciences politiques. Et il se trouve qu'il est président du comité scientifique. Ce colloque a lieu cet été, en 2014 à Montréal. Donc il a une semaine là pour, entre autres, valider ce qu'on appelle les papiers. Voilà. Monsieur l'ambassadeur Alain, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans cet établissement. Je vais vous faire une petite confidence personnelle. Dans une autre vie, ayant eu des responsabilités en cabinet ministériel aux affaires européennes, j'ai eu l'occasion, j'étais tout jeune, de connaître, d'être confronté, de rencontrer la très grande qualité du corps diplomatique marocain, puisque vous êtes ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. Il se trouve que c'était lié à des questions européennes, ça va vous parler immédiatement, puisque c'était au moment de l'élargissement de l'Europe des 10 à l'Espagne et au Portugal, dans 84-85, et il y avait tout un processus de négociation avec ce qu'on appelait les PTM, les pays à Méditerranée. Et donc, vous imaginez, moi, j'étais dans l'équipe qui rencontrait vos collègues dans les négociations. Moi, je m'occupais de la partie sociale, mais donc j'ai vu comment vous aviez un corps diplomatique de haute volée. Et je peux préciser d'ailleurs que la filière franco-marocaine, la filière intégrée franco-marocaine, nous sommes très très heureux d'avoir la présence dans notre établissement, entre nous on dit la FISMA, a été créée il y a maintenant 3 ans avec un processus de préparation antérieure grâce, je le disais tout à l'heure, je vous le disais en aparté, à un de vos illustres prédécesseurs, Si Mohamed Berrada, qui a été ambassadeur du Maroc en France pendant de nombreuses années. Il a également occupé plusieurs postes, je crois à la présidence de l'Office des phosphates, la présidence de la RAM, et puis ministre de l'économie, des finances au Maroc. Et pour la petite histoire, c'est Si Mohamed Berrada qui nous a accueillis, Vincent Conartino et moi, à Casablanca et aussi à Rabat quand nous avons cherché, j'allais dire, un partenaire avec qui nous allions nous associer. Et nous avons choisi au terme de cette mission d'exploration l'université Mundiapolis, mais c'est vraiment grâce à Mohamed que nous avons fait cela. Et d'ailleurs, nous lui avons amené son diplôme, qu'il n'avait jamais récupéré depuis 1964. Voilà. Je vais devoir malheureusement vous quitter parce que j'ai d'autres obligations. Vous savez que nous sommes en période d'élection municipale. Alors, je suis candidat à rien, mais il se trouve que je suis quand même obligé, on va dire, de regarder les choses, voire de les commenter. Alors je vais peut-être vous donner la parole à vous, parce que c'est à vous que revient l'honneur de cette manifestation. Je vais vous laisser entre de bonnes mains, les étudiants que je vois chaque semaine, que j'aime beaucoup. Et puis je vous dis bonne soirée, bon débat. Merci à tous. Merci infiniment. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence qu'on peut qualifier de première conférence d'ordre politique de notre association, donc Maroc des Deux Rives, que je préside, et que j'ai fondée avec Yasmine, qui est notre secrétaire générale. Donc je remercie M. Peutot, même s'il s'est envolé à l'instant, de cet accueil pour M. l'ambassadeur, qu'on remercie également d'avoir bien voulu accepter notre invitation à venir faire cette conférence. Très rapidement, Monsieur Alem est chargé de la mission marocaine auprès de l'Union européenne et même des affaires européennes en général depuis 2004. Vous avez déjà occupé un poste d'ambassadeur au Danemark, Lettonie, Estonie, etc. Vous avez, en fait, c'est assez significatif des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Vous êtes en fait économiste, si on peut dire comme ça. Vous avez toutefois fait des études d'économie. Et une fois de plus, nous vous remercions d'avoir bien voulu venir à Bordeaux depuis Bruxelles.
Et nous allons maintenant vous donner la parole pour cette conférence dont le thème sera les relations et les perspectives des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Merci. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier l'association Maroc des Deux Rives, en la personne de son président et de son staff, jeune et dynamique, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter dans cette prestigieuse institut. Je voudrais remercier également d'ailleurs l'IEP d'avoir permis, en donnant cette salle, d'échanger aujourd'hui avec vous un sujet qui, vous pouvez imaginer, d'une très grande importance pour le Maroc, sa relation avec l'Union européenne. Et dans ma longue carrière dédiée aux affaires européennes, il y a toujours deux questions qui reviennent, je dirais, de manière assez récurrente. Pourquoi le Maroc a fait le choix de l'Europe ? Et pourquoi se distingue-t-il par rapport à d'autres partenaires du sud de la Méditerranée? Alors la première question, il faudrait remonter dans l'histoire. Je vais le faire très brièvement parce que je crois que c'est important de l'avoir en tête. L'histoire du Maroc, depuis l'an 800, a été beaucoup plus un processus vertical qu'horizontal. J'entends par là que lorsque Moulay Idriss, premier sultan du Maroc, met en place un embryon d'État au Maroc, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de gens, et en particulier au califat de Bagdad. Il avait fui Bagdad justement et s'était installé au Maroc pour fonder justement un État. Et il en a payé le prix puisqu'il a été assassiné par des gens qui ont été envoyés de Bagdad. Mais son fils a poursuivi le travail de son père et il a pu mettre en place, consolider les fondamentaux d'un jeune État. D'abord en construisant Fès, qui a été pendant très longtemps la capitale du savoir et de la connaissance. C'est à Fès qu'il y a la première université du monde où beaucoup de gens se sont côtoyés, dont un certain pape Sylvestre II, je crois, si les souvenirs sont bons. Et quelques siècles plus tard, les problèmes avec l'Est continuaient avec l'Empire ottoman. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Maroc, ils sauront que le Maroc est le seul pays que l'Empire ottoman n'a pas pu occuper, en dépit de nombreuses incursions. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs au Maroc d'avoir une certaine spécificité, de garder une certaine identité que l'on retrouve, je dirais, principalement et quotidiennement dans sa gastronomie et dans ses habits, mais beaucoup plus aussi politiquement. Alors pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que dans la longue histoire du Maroc, la menace venait beaucoup plus de l'Est que du Nord. Et donc il fallait trouver des alliances, et c'est comme cela que le Maroc a développé un certain nombre d'accords, de relations spécifiques, d'abord avec les grandes monarchies européennes, la cour d'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal, mais également le Royaume du Danemark. Beaucoup d'accords ont été conclus, et il fallait bien entendu aussi trouver des alliances, notamment lorsqu'il fallait affronter l'Empire ottoman. Et j'ai d'ailleurs un petit exemple, une petite anecdote, je crois qu'il mérite d'être souligné en ces temps où certaines théories parlent d'un clash entre certaines religions. Lorsque Vienne a été fait l'objet d'un blocus de la part des armées ottomanes, le sultan du Maroc a monté une armée musulmane qui a combattu avec des armées chrétiennes contre l'armée musulmane ottomane. Et il y a une rue d'ailleurs à Vienne qui s'appelle la rue des Marocains, en hommage justement à cette contribution du Maroc. Ça répond un petit peu aussi à la deuxième question sur cette spécificité. On peut expliquer d'abord, d'une part, pourquoi il y a cet attrait du Maroc à l'endroit de l'Europe, et pourquoi il se singularise par rapport à d'autres pays, par son histoire, par différents référentiels culturels,
historique, stratégique, culturel également, pour en revenir. Mais pour revenir à une période un peu plus récente, les relations entre le Maroc et l'Union européenne, elles trouvent leur fondement déjà dans le traité de Rome de 1957, grâce à la France, du reste, parce que à un moment où une communautarisation de certaines politiques, notamment commerciales, s'opérait au sein de l'Europe, la France avait insisté pour que ces anciennes colonies, et en particulier la Tunisie et le Maroc, puissent pouvoir bénéficier d'un certain nombre de concessions en termes d'accès au marché, principalement des produits agricoles sur le marché européen. Et ces relations, elles reposent sur un socle aussi idéologique très très fort. D'abord de valeurs communes, de démocratie, d'état de droit, et puis du choix fait par le Maroc, dès son indépendance recouvrée, d'un pluralisme politique. Je rappelle que dans la Constitution, l'article 1er interdit le parti unique et d'une économie de marché. Ce qui a bien entendu favorisé immédiatement le développement d'une coopération et d'une relation avec l'Europe et avec certains pays, en particulier certains pays européens, au premier rang desquels la France. Alors, la densité des échanges, est pas seulement économique, mais également humain, culturel, issu de ce socle, a permis de développer tout au long de ces 50 dernières années, avec l'Union européenne, une proximité chaque fois plus forte. Le partenariat donc progressé. Passer des relations économiques et commerciales, l'exploration de domaines novateurs tels que la coopération énergétique, la recherche d'innovation, les échanges humains. Mais il traite aussi de domaines stratégiques qui sont liés à la sécurité régionale. Et dans le contexte actuel, je sais si c'est important. Il traite aussi de la bonne gouvernance, de la gestion de la question migratoire, la promotion des droits de l'homme, la consolidation de l'état de droit. Sur le plan contractuel, c'est la même démarche évolutive qui a prévalu. Donc depuis la signature en 1969 du premier accord entre le Maroc et la CE à l'époque, dont la vocation était strictement commerciale et beaucoup de chemin a été parcouru. Il y a eu un accord en 1976 qui a été signé, qui couvre un champ plus large, dépassant le cadre commercial, et qui a été adapté aux élargissements de l'Union européenne, en particulier, ce que disait l'orateur précédent, en particulier lors de l'élargissement de l'Espagne et du Portugal. Parce que stratégiquement et politiquement, indépendamment des questions commerciales, avec l'élargissement de l'Union européenne au Portugal et à l'Espagne, le Maroc se trouvait frontalier de l'Europe, de l'Union européenne, avec 14 km. Il faut y voir peut-être là l'initiative du roi Hassan II d'avoir demandé l'adhésion du Maroc à la communauté économique européenne. Alors en très bon juriste qu'il était, parce qu'il a étudié à Bordeaux et qu'il a bénéficié du grand savoir des universités françaises à Bordeaux, il connaissait parfaitement la réponse. Mais il n'attendait pas une réponse juridique, il attendait une réponse politique, ce que les Européens ont très très bien compris. Il disait en substance: vous êtes élargi, vous avez un voisin qui est votre partenaire depuis de nombreux siècles et qui veut s'engager avec vous, qui veut s'arrimer encore plus fort avec vous. Que nous proposez-vous? C'est en cela qu'il faut voir la demande d'adhésion du Maroc à l'Union européenne. Donc l'évolution de la coopération s'est poursuivie. Donc l'accord de coopération de 1976 et jusqu'à l'accord d'association qui régit encore les relations entre le Maroc et l'Union européenne, qui a été signé en 1996 et qui a été agrémenté au fur et à mesure par de nombreux plans d'action
dont celui lié à la politique européenne de voisinage qui a été mise en œuvre par l'Union européenne au début des années 2000, et plus proche de nous, d'un plan d'action sur le statut avancé, qui avait fait l'objet d'une demande, d'une requête du Maroc, formulée du reste ici, en France, lors de la première visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et au cours de laquelle il avait lancé cet appel d'une relation contractuelle qui aille au-delà de l'accord d'association et, pour quelque temps encore, en deçà de l'adhésion. Et pourquoi cette demande a été faite? Parce que il y avait un constat légitime que l'accord dans lequel nous nous trouvions, l'accord d'association, nous sentions à l'étroit et qu'il y avait un besoin d'aller prospecter d'autres espaces. M. Jacques Delors parlait de cercles concentriques dans ses relations de l'Union européenne avec ses voisins, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais je crois que principalement il y avait donc cette mise à l'étroit dans notre relation avec l'Union européenne qui justifiait cette demande de statut avancé, et puis surtout la spécificité du Maroc qui imposait par rapport à la vision jusque-là très régionale de l'Union européenne, je pense au processus euro-méditerranéen, d'explorer d'autres pistes bilatérales, notamment à l'endroit des pays qui avaient plus, entre guillemets, d'envie stratégique d'arrimage avec l'Union européenne. Je me souviens qu'à la fin des années 90, début des années 2000, on avait un sentiment de frustration dans nos relations avec l'Union européenne lorsqu'on leur demandait d'aller plus loin dans notre coopération pour aborder des questions même sensibles, des questions liées aux droits de l'homme, des questions liées aux questions stratégiques, aux questions sécuritaires. On avait cette réponse récurrente qui venait de l'Union européenne, qui était de dire bon, attendez que les autres pays soient au même niveau. Et je pense que l'une des plus grandes critiques qu'on a portées au processus euro-méditerranéen, elle vient justement du fait que l'Union européenne a voulu, je ne veux pas penser que c'était par facilité, mais a voulu considérer ce monde arabe comme un bloc homogène qu'on pouvait faire évoluer et qu'on devait faire évoluer au même rythme. Et le résultat est que le nivellement s'est fait par le bas et on est arrivé avec un constat qui rendait quand même le processus euro-méditerranéen beaucoup plus perfectible, mais qui imposait surtout de mettre en parallèle le renforcement d'une coopération bilatérale. Alors, nous pensons qu'avec l'Union européenne, entre cet accord d'association et puis l'adhésion, les pays qui sont membres de l'Union européenne, il y a cet espace que nous pouvons prospecter ensemble et dans lequel le Maroc peut légitimement pouvoir conforter sa relation stratégique avec l'Union européenne. La première réponse qui a été donnée par l'Union européenne a été la politique européenne de voisinage, qui a été lancée en 2003 et à laquelle le Maroc a tout de suite apporté son soutien. Il a apporté son soutien parce qu'il y a deux axes cardinaux sur lesquels est fondée cette politique. C'est le principe de différenciation et la coopération renforcée. Et c'est la première fois que l'Union européenne recadrait sa stratégie, sa politique à l'endroit de son voisinage pour développer une dimension bilatérale à côté de la dimension régionale. Et nous avons immédiatement travaillé avec l'Union européenne pour renforcer cette politique européenne de voisinage. Nous avons signé des plans d'action. Et nous avons là aussi élargi les domaines de coopération, mais aussi dans le cadre institutionnel, parce que nous avons conforté cette relation en mettant en place des organes
Alors, il faut savoir, dans le conseil d'association, dans le cadre de l'accord d'association, nous avons un certain nombre d'organes qui ont été mis en place. Le conseil d'association, qui est un organe politique et qui se réunit une cadence régulière, pratiquement tous les ans. Nous faisons le bilan un petit peu des relations politiques entre le Maroc et l'Union européenne. Et puis il y a un dialogue économique, aussi un autre organe, un comité de coopération douanière. Mais avec la politique européenne de voisinage, on a pu aller un peu plus dans le sectoriel, dans différents domaines, en mettant en place, et j'ai eu l'honneur en tant que directeur des affaires européennes en 2004, de négocier avec l'Union européenne la mise en place de ces sous-comités, des sous-comités thématiques, droits de l'homme, industrie, recherche, innovation, justice, et qui nous ont permis de très rapidement concrétiser de manière sur le terrain les objectifs et les actions que nous étions assignés avec l'Union européenne dans ces plans d'action. Mais dans l'intervalle, et au regard de la nouvelle donne, parce que beaucoup de bouleversements, et vous les avez remarqués ces dernières années, se sont produits dans notre région méditerranéenne, notamment ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup ce terme, le printemps arabe, et qui a amené, bien entendu, l'Union européenne à réagir dans l'urgence, parce qu'il le fallait. Et cette politique européenne de voisinage a été rénovée, si je puis dire, et elle repose sur un triptyque qu'on appelle les 3 M, pour ceux qui en ont peut-être entendu parler: money, market, mobility, donc l'argent, le marché et la mobilité. Alors, s'il est peut-être un peu trop tôt pour juger du bilan de cette nouvelle politique rénovée, d'abord, il faut saluer, et je le salue sans complaisance, l'Union européenne d'avoir d'abord réagi très très rapidement à des événements qui étaient inattendus et d'une ampleur extraordinaire. Mais il y a quand même quelques petites remarques que je voudrais faire, parce que parallèlement à ce triptyque, il y a une conditionnalité vertueuse qui est imposée désormais dans la relation avec les pays du sud de la Méditerranée. Donc une conditionnalité liée bien sûr aux efforts faits dans le cadre de la consolidation de l'état de droit, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Ce concept existait, ces objectifs étaient inscrits dans l'agenda des relations entre l'Union européenne et les différents pays, mais il a été mis beaucoup plus en exergue. Alors, j'ai dit que le bilan est peut-être trop prématuré de le faire. Seulement, j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention de mes collègues européens que ce triptyque, prenons le premier, l'argent. L'Union européenne vient d'adopter le nouveau budget 2014-2020. La rubrique consacrée au voisinage du Sud n'a pas évolué, n'a pas augmenté. Elle a été maintenue au prix de discussions, d'un débat très très douloureux pour arriver à un compromis qui maintient à peine l'enveloppe qui était celle du budget précédent, dans un contexte, vous le voyez, les attentes et les besoins sont énormes, notamment des pays comme la Tunisie et l'Égypte qui sont frappés de plein fouet par les retombées des événements qui se sont passés chez eux, en termes économiques, en termes sécuritaires, mais aussi par rapport au sud de notre sud. Cette région du Sahel, mais qui est même étendue maintenant, puisqu'elle parle du golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, on en assiste à une multitude de menaces, dont la menace islamiste radicale, et qui nous interpelle nous les pays de la région, bien entendu, mais elle interpelle aussi l'Europe. Parce que malheureusement, beaucoup de gens pris en otage, kidnappés dans ces régions-là sont des Européens.
Et ce qui impose là aussi donc, une nouvelle donne, donc une collaboration encore beaucoup plus étroite, non seulement entre nous, les pays de la région, mais entre les pays de la région et l'Europe. Sur le marché, deuxième élément du triptyque, l'accès au marché, notamment des produits commerciaux des pays du Sud au marché européen, là aussi, n'a pas évolué. Nous sommes malheureusement encore confrontés à cette triple épée de Damoclès pour nos produits agricoles en particulier, d'un calendrier, d'un quota, d'un système de prix d'entrée. Et tout cela n'augure pas d'avancée pour nous, les pays du Sud. Je parle aussi du Maroc, pour qui l'agriculture représente un élément important dans son développement économique et dans ses relations commerciales. Et le troisième élément est la mobilité. La mobilité, le Maroc est le premier pays du sud, du voisinage sud de l'Europe à négocier un accord avec l'Union européenne sur le partenariat en mobilité. Une déclaration politique a été signée l'année dernière et nous avons adopté formellement, le Conseil européen et le Maroc, acté l'entame des négociations qui devraient se dérouler dans les prochaines semaines. Alors, la mobilité, pourquoi? Parce que nous avons, depuis de nombreuses années, concernant cette question migratoire, dit qu'il fallait non plus la voir sous le seul prisme sécuritaire, parce que cette stratégie-là a montré tout son échec, parce qu'elle d'abord elle a augmenté, elle n'a pas permis de diminuer le nombre d'immigrants clandestins, mais surtout elle a créé des désordres humanitaires très graves. Donc nous disions qu'il fallait avoir dans un cadre global, migration légale, lutte contre la migration illégale, dans un cadre développement, parce que quand vous prenez un Marocain, un Algérien, un Tanzanien, un Camerounais, Ghanéen, Nigérian, lorsqu'ils veulent venir en Europe, c'est franchement pas pour aller voir la Tour Eiffel ni la Tour de Pise. Ils viennent en Europe pour chercher un travail qu'ils ne trouvent pas chez eux. Donc il y a cet aspect, cette dimension de développement qui est fondamentale. Et puis il y a la troisième dimension qui est la dimension humanitaire. Quand on sait dans quelles conditions et quels risques prennent ces hommes, ces femmes, ces enfants, d'abord à traverser l'Afrique, et puis ensuite essayer d'entrer en Europe, et puis une fois en Europe, dans certaines régions, traités dans des conditions qui ne sont pas, dans certains cas, très éloignées de l'esclavage. Donc ce triptyque, c'est remarque, alors je le dis encore, il est encore très très prématuré de faire le bilan, mais cela m'amène à vous dire que cette conditionnalité des droits de l'homme, elle risque de perdre son aspect vertueux et être assimilée par les pays du Sud qui ont des besoins urgents sur le plan économique, sur le plan social, notamment en termes d'emploi des jeunes, puisqu'on a au moins un point commun dans tous les pays du Sud, c'est que le taux de chômage des jeunes est très très important. Eh bien, il risque de prendre cette conditionnalité comme une contrainte supplémentaire. Donc, pour en revenir au statut avancé, la demande en fait au Maroc, donc lancée en mars 2000 lors du voyage de Sa Majesté le Roi à Paris, et a été actée lors d'un grand sommet, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement entre l'Union européenne et le Maroc. C'était à Grenade en 2010. Nous avons immédiatement négocié un plan d'action de mise en œuvre de ce statut avancé et qui a été adopté en décembre dernier, mais qui a été mis en œuvre de manière, je dirais, provisoire dès le 1er janvier 2013. Donc nous avons déjà un travail qui a été fait. Et je dirais que pour rapporter les propos d'un haut responsable européen,
tout ce processus, il est le résultat d'une conjonction entre d'une part le lancement d'un grand chantier de réforme au Maroc, couvrant toutes les dimensions, démocratiques, humaines, politiques, stratégiques, économiques, de réforme et de modernisation, qui ont été initiées par Sa Majesté le Roi, et qui ont été, je dirais, immédiatement appuyées par l'Union européenne. Immédiatement appuyées par l'Union européenne parce que d'abord elles allaient dans le droit fil des objectifs que les deux parties s'étaient fixés. C'était un chantier très très ambitieux et qui nécessitait pour l'Europe d'avoir au sud un modèle. Il fallait montrer que voilà, la politique européenne de voisinage peut réussir. Et le principe de différenciation a montré ces 10 dernières années tout son sens à travers l'exemple de la coopération entre le Maroc et l'Union européenne dans les années 2000. Alors, bien sûr, ce statut se différencie par d'autres parce qu'il évolue également et il a ouvert de nouveaux chantiers. Et à côté des accords sectoriels classiques, je dirais, donc les accords d'agriculture, les accords de pêche que nous signons régulièrement avec l'Union européenne, nous nous sommes lancés dans des accords beaucoup plus ambitieux, dont l'accord de libre-échange approfondi, l'ALECA, accord de libre-échange complet et approfondi, qui va renforcer encore plus, consolider, cimenter la coopération entre le Maroc et l'Union européenne en permettant d'introduire, selon les besoins du Maroc et dans les secteurs qu'il juge prioritaires et stratégiques, eh bien, du rapprochement réglementaire. Nous avons l'ambition d'avoir un cadre réglementaire dans un grand pan de l'économie marocaine qui soit peu ou prou similaire au cadre réglementaire européen. Alors, on ne le fait pas pour faire plaisir à l'Europe, mais on le fait parce qu'il y a un besoin. Nous avons besoin d'investissement et nous savons que les investisseurs aiment bien arriver dans un environnement qu'ils connaissent. Et donc, à terme, on attend des effets en termes de croissance, en termes de richesse pour le Maroc. Mais c'est d'abord et avant tout un choix politique. Je crois que c'est important, je le répéterai peut-être très souvent, mais c'est d'abord un choix politique et stratégique du Maroc. Donc, un accord de libre-échange approfondi, un accord sur les services, qui est aussi très très important. Il était prévu par le cadre contractuel qui nous lie avec l'Union européenne et qui va là aussi ouvrir des chantiers très très vastes parce que c'est très transversal les services, ça touche tous les secteurs de l'économie. Un accord sur le partenariat pour la mobilité, je viens d'en parler. Le dialogue politique est approfondi, il est renforcé. On a maintenant des organes formels, le dialogue politique renforcé, les policy reviews qui se tiennent à des cadences très très régulières, où on traite des sujets extrêmement sensibles. On ne parle pas uniquement de la relation entre le Maroc et l'Union européenne. On parle de l'Iran, on parle de la Syrie, on parle du Sahara, on parle du Sahel. Et on conforte cette coopération par des contacts à différents niveaux, notamment dans les enceintes multilatérales, pour justement trouver des compromis et des positions communes à défendre ensemble au sein des instances multilatérales, et en particulier à New York et à Genève. Et nous avons des success stories comme cela, notamment au Comité des droits de l'homme à Genève, mais également à l'ONU, notamment dans l'examen de questions extrêmement sensibles. Et Dieu sait si malheureusement il y en a eu beaucoup dans notre monde ces dernières années. Je pense en particulier au Sahel où le Maroc a joué un rôle extrêmement, je pense, positif au sein de l'ONU lorsqu'il était membre non permanent du Conseil de sécurité, où il fallait intervenir très très rapidement. Donc on travaillait la main dans la main, une fois encore, avec la France, et nous avons salué
le rôle de la France dans son intervention, qui était cruciale, qui était très importante et qui était conforme au droit international, parce qu'elle émanait d'abord d'une demande du pays, et puis elle était approuvée par une résolution du Conseil de sécurité. Parce que je sais qu'il y a eu un débat, je crois même en France, mais je peux vous assurer que si la France n'avait pas intervenu immédiatement, la situation aurait été catastrophique. On n'aurait pas la situation que nous avons actuellement au Mali. Et par effet, bien sûr, ricochet, cela aurait atteint d'autres régions qui sont déjà atteintes. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique, la Guinée-Bissau, de la drogue qui vient du Venezuela et de Colombie par sous-marin, de la cocaïne, et qui remonte vers l'Europe par différentes routes. Et ce qui fait que, notamment du côté marocain, il y a un travail qui est fait par nos services de sécurité, qui 24 heures sur 24, qui, à côté de démanteler d'abord des cellules islamistes radicales, mais aussi s'emploie à freiner, à arrêter, à juguler cette menace d'exportation de la drogue, la cocaïne en particulier, vers l'Europe par le biais de ces routes. Il faut savoir que 40% de la cocaïne qui est consommée en Europe vient par ce biais-là. Alors on a utilisé aussi des avions de ligne qui ont atterri dans le désert nigérien avec 5 tonnes, 10 tonnes de cocaïne. Donc il y a des impératifs, il y a des dangers, et c'est ce qui a permis au Maroc, à l'Union européenne, en renforçant ce dialogue politique dans ces questions-là, de pouvoir trouver ensemble des réponses très rapides. Alors, il y a aussi, pour multiplier les exemples, et, vous savez, j'ai posé une question un jour, j'étais à l'université à Bruxelles, et je leur ai demandé s'ils savaient que le Maroc participait à des opérations de maintien de la paix en Europe. Ils étaient absolument surpris. Et je leur ai indiqué que depuis 1995, le Maroc a participé à une opération de maintien de la paix dans les Balkans, en Bosnie en particulier, qu'il a entamé d'abord avec l'OTAN, et qu'il a poursuivi dans le cadre de l'opération LTA, qui était une opération européenne, qui a pris le relais de l'intervention de l'OTAN en Bosnie. Et par la suite, et le Maroc était encore présent au Kosovo dans le cadre de cette fois-ci d'une opération purement OTAN, mais toujours encadrée par une résolution onusienne. Le Maroc est présent depuis le début de l'opération KFOR, en particulier dans le nord du Kosovo, dans la région la plus, je dirais, sensible. Et cela témoigne justement de cette relation forte entre le Maroc et l'Union européenne. Et cette intervention dans le cadre des opérations de maintien de la paix, que ce soit dans les Balkans ou dans d'autres théâtres d'opération, et le Maroc a une longue expertise, parce que depuis le début des années 60, le Maroc est présent dans les opérations de maintien de la paix, au Congo, au Zaïre 2 fois, en Côte d'Ivoire, en Somalie, à Haïti. Et bien, l'action du Maroc s'est faite toujours dans 2 axes complémentaires. Le premier, humanitaire, parce qu'il faut agir d'abord sur le plan humanitaire. Les premières victimes sont des victimes civiles, et ce sont en particulier des femmes et des enfants. Donc il faut intervenir immédiatement, donc par des dons, de médicaments, couverture, mais aussi par la mise en place d'hôpitaux de campagne. Et le Maroc, au Mali, comme il a fait en Jordanie également, après les événements qui sont passés en Syrie, comme il l'a fait dans les Balkans, a mis en place ces hôpitaux de campagne. Et je dirais que dans les Balkans, ça a eu un effet extrêmement bénéfique, parce que ces hôpitaux étaient réservés en particulier aux civils et aux femmes et aux enfants, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions religieuses. Et on a trouvé beaucoup plus de
je dirais, de bon sens dans ces hôpitaux quand des femmes bosniaques, musulmanes, confrontées à des femmes orthodoxes, serbes, se retrouver ensemble et partager les mêmes problèmes, les mêmes drames. Et donc, je pense que c'est un des éléments qui est fondamental dans une opération de maintien de la paix. Parallèlement à cela, bien sûr, il y a l'aspect purement sécuritaire. Donc, il y a un besoin aussi de protéger les populations. Vient ensuite un troisième axe, qui est celui de l'aide, de la formation. C'est ce que nous avons fait avec la Bosnie-Herzégovine, c'est ce que nous faisons de manière très bien avec le Mali. Nous entamons avec le Centrafrique, avec la Libye, une coopération tout azimut, et qui couvre un petit peu tous les champs dont je vous ai parlé. Voilà, nous avons une modeste expérience chez nous en matière de justice transitionnelle, en matière de droits de l'homme, en matière d'institutions démocratiques, en matière d'extension des acteurs, et pas seulement officiels, mais parlementaires, société civile. Voilà, nous avons une expérience, on peut la partager avec vous, et je dois dire que tous ces pays sont très très attirés par l'expérience marocaine, et nous avons aussi quelquefois l'appui des pays amis, donc l'Union européenne, la France, bien entendu. Alors, bien sûr, toute cette coopération que j'essaie de vous exposer, nous l'avons dit très très franchement, nos amis européens, seuls nous n'arrivons pas à le faire. Nous avons besoin d'un appui. D'abord parce que nous n'avons pas de complexe à dire que l'Europe est notre laboratoire. Quand on s'engage dans un chantier de réforme, et nous l'avons fait de manière inclusive, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait, un audit qui a été fait chez nous, au Maroc, entre Marocains, participatif. Nous avons associé tout l'ensemble des acteurs. Puis ensuite, il faut mettre en place, nous avons la partition, il faut mettre en place le reste. Et le reste, c'est quand on se retourne, c'est en Europe. Quand on veut connaître des expériences sur le médiateur, par exemple, sur les réformes en termes de justice, sur les droits de l'homme, sur le code de la presse, etc., c'est tout naturellement vers l'Europe que nous nous sommes retournés pour venir puiser, nourrir un peu de ces expériences européennes. Bien sûr, après, en les adaptant au référentiel historique, culturel et cultuel du Maroc. Et cela a été bien compris et conçu par l'Union européenne qui nous accompagnait, et qui nous accompagnait même financièrement. L'argent n'est pas tout, mais c'est quand même un formidable accélérateur de réforme. Et nous avons donc, dans le cadre de cette coopération, notamment financière, pouvoir bénéficier d'un accompagnement de la part de l'Union européenne, que ce soit sur le budget communautaire, donc sur la partie don, que sur la partie des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement. Et le Maroc est le premier bénéficiaire de cette aide. Le Maroc a la meilleure capacité d'absorption de l'aide de tout le voisinage, y compris de l'Est. Ça veut dire, 1. Les choix opérés dans les réformes lancées et initiées par le roi sont bonnes et judicieuses. 2. Nous avons des ressources humaines qui sont capables de pouvoir concrétiser ces réformes dans des programmes et des projets viables et réalisables. Et le résultat est que tous ces chantiers de réforme qu'on a dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine social, notamment, je pense en particulier à un projet, une initiative nationale de développement humain, un projet dédié aux personnes qui sont, je dirais, hors du champ économique formel, qui sont dans la précarité. Je pense également à l'assurance maladie obligatoire, qui permet maintenant et qui va permettre à l'ensemble des Marocains, des citoyens marocains, de pouvoir bénéficier d'une aide, que ce soit ceux qui sont intégrés dans le champ formel, dans l'économie formelle, que ceux qui en sont exclus.
Donc ces résultats ont été probants. Je pourrais multiplier les exemples, et je sais que j'ai déjà pris beaucoup de temps, et je voudrais peut-être qu'on le laisse dans un débat. Je voudrais dire maintenant que, en faisant le constat de toute cette coopération, cette relation vraiment très forte entre le Maroc et l'Union européenne, et la volonté du Maroc d'aller encore plus en avant avec l'Europe, c'est de poser une question à l'Union européenne, et on la pose déjà. Le statut avancé, la politique de voisinage, tout ça, nous considérons que c'est des très très bonnes choses, ce sont très très bons outils, mais ce n'est pas une fin en soi. La question qui est posée maintenant, aujourd'hui, c'est quelle perspective politique, stratégique pouvez-vous offrir l'Europe à vos voisins immédiats, et parmi eux, ceux qui ont démontré un engagement stratégique, historique, avec vous, pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le processus euro-méditerranéen, d'essayer de essayer d'homogénéiser un groupe qui est différencié par essence, avec des résultats qui pourraient être négatifs. Parce qu'il y a une raison principale. L'effondrement de l'Empire soviétique a entraîné et a rendu immédiatement caduques les accords de Yalta. Les accords de Yalta, c'était le partage du monde par des grandes puissances. Aujourd'hui, on assiste, de la part de certaines puissances, de ces puissances-là, à reconsolider leur voisinage immédiat. Les États-Unis ont commencé, la Chine le fait, la Russie est en train d'entreprendre. On peut comprendre les problèmes qui se posent dans certains pays européens frontaliers de la Russie, la Turquie et les pays du Golfe à travers leurs fonds souverains. Alors ils ne se contentent pas uniquement de consolider leur voisinage, mais ils s'invitent chez les voisins, chez les autres voisinages. Et la Méditerranée en est un parfait exemple. Il y a 30 ans, l'Union européenne, l'Europe était l'acteur majeur, en tout cas sur le plan économique, dans la région. Maintenant, il y a les États-Unis, l'initiative Eisenstadt qui a été réactivée. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Turquie, et les fonds souverains des pays du Golfe. Et je pense que aujourd'hui, l'Europe, qui enregistre des excédents commerciaux structurels dans cette région méditerranéenne depuis plus de 30 ans, l'Europe dont les entreprises décrochent encore les plus gros contrats dans les pays du Sud, mais l'Europe qui n'investit que 2% de ses investissements dans la région, comparé aux 26% des investissements américains dans leur ère commerciale, dans le NAFTA, eh bien c'est perfectible. Et l'Europe doit s'interroger. Et nous posons la question, nous les Marocains, parce que nous voulons, nous, consolider notre relation avec l'Union européenne. Et nous avons besoin d'avoir des perspectives. Très bien, où on va? Nous faisons tous ces efforts, nous allons faire du rapprochement réglementaire, nous allons étendre notre relation tout azimut avec l'Union européenne, mais au final, nous n'allons pas avoir l'adhésion. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir entre ce que nous avons aujourd'hui et cette adhésion? Et c'est la question qui est posée maintenant fondamentalement dans nos discussions avec l'Union européenne. Alors il y a plusieurs pistes, il y a l'espace économique commun, nous en avons parlé, et qui peut consolider cette relation de l'Europe avec son voisinage. Il y a l'utilisation de nouveaux mécanismes, dont ceux qui ont fait leur preuve dans l'intégration européenne, je parle des fonds structurels, qui pourraient là aussi accompagner cette stratégie. Il y a l'échange humain, c'est très important. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser cette question migratoire. Mais je vais vous dire sincèrement, moi ça me fait beaucoup de peine de voir que de plus en plus d'étudiants maintenant au Maroc ont pire difficulté à venir étudier en Europe.
et qui vont aller, pour ceux qui en ont les moyens, aller aux États-Unis ou en Angleterre, et constituer par la suite une élite culturellement anglo-saxonne. Moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dans l'école de la République française dès mon plus jeune âge, donc j'ai fait tout le cursus, l'école Albert Camus, lycée Descartes, université à Aix-en-Provence. Quand je suis venu à Aix-en-Provence pour faire mes études supérieures, il n'y avait pas de visa. Les frais d'inscription étaient à l'époque, je crois, de 100 francs. Et en arrivant, j'avais le choix entre faire du droit, de l'économie, sciences politiques. Et cela, c'est un bonheur extraordinaire. Maintenant, il y a un parcours de combattant. Il faut pratiquement 2 ans avant se préparer, envoyer des dossiers, etc., avec toutes les difficultés. Et on voit déjà les résultats au Maroc. Vous avez déjà une génération d'élites marocaines qui ont fait leurs études à Stanford, aux États-Unis, et qui pourraient changer. Alors, je ne fais pas un choix. J'aime beaucoup les États-Unis, mais j'ai quand même peut-être par mon parcours, et parce que surtout, je pense, la proximité fait que l'Europe est et doit rester le partenaire stratégique du Maroc. Donc ce sont ces questions qui sont posées actuellement et que nous débattons avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, sur le plan juridique, tout cela est permis, parce que dans le traité de Lisbonne, le nouveau traité de Lisbonne, il y a l'article 7 bis, ou qui doit être maintenant l'article 8, qui prévoit justement que l'Union européenne peut négocier, conclure des accords spécifiques avec les pays, notamment comme le Maroc, qui s'engage très fortement avec elle. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être abusé de mon temps de parole, mais vous comprenez que la richesse de la relation entre le Maroc et l'Union européenne, j'aurais pu en parler pendant toute une journée. D'abord parce qu'elle est dense et riche, et parce que en plus j'ai dans mon parcours 25 ans d'engagement dans ces relations avec l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour cette intervention. Alors, un problème de micro nous pousse à changer un petit peu la disposition. On tenait à vous poser quelques questions pour approfondir un petit peu, et on espère, afin d'enrichir le débat et de donner la parole un petit peu à l'auditoire, des réponses assez courtes, claires, et pourquoi pas précises. Le diplomate vous en fait. Donc, je vais laisser Céline commencer. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.